Et bonjour à tous, nous sommes en direct. Je suis très, très content de vous voir pour ce live in situ. On est au bureau, on est chez We Love Devs et j'ai 2 invités en plateau fantastiques, mais tout de suite, on va lancer la vidéo de démarrage pour que vous ayez le temps d'arriver, de vous dire bonjour dans le chat. Pensez à vous présenter, pensez à dire, d'où vous venez, quand vous avez entendu parler de ce live. On est très content de vous recevoir. C'est parti pour la vidéo d'intro. Aujourd'hui, du coup, on est en plateau depuis Euratechnologie sur la chaîne de In Situ. In Situ,
c'est la première fois que vous participez à un live, je vous le rappelle, hein, c'est In-situ, met en relation les freelances et leurs clients grands comptes. Hein, ils ont beaucoup de clients grands comptes. Il y a In-situ Portage également qui vous permet de devenir indépendant sans avoir à créer votre société en passant par le portage salarial. Ça permet de rester salarié, c'est très chouette. Ils sont présents à Lille, Lyon, Valence, Bruxelles, et j'ai renté Nantes au passage. Donc en fait, là, c'est le moment où les consultants de In-situ, les conseillers de In-situ indiquent dans quelle ville ils se placent, etc. Ils sont avec nous, hein, dans le chat là. Donc il faut tout le monde s'identifie dans quelle ville il est pour qu'on puisse se rencontrer facilement. Vous pourrez d'ailleurs rencontrer toutes les équipes de In-situ lors du Number Freelance Tour, hein, qui a lieu à Lille, Lyon et Nantes. Ce sont les 3 villes les plus stylées pour faire de la tech en France. C'est pour ça qu'ils sont là. C'est aussi parce que c'est des villes assez grandes. Hein. Sinon, ils ont pas, à la base, ils voulaient en faire une dans une petite ville, mais ils n'avaient pas de budget du coup. Let's go. Donc ça, c'est le 5 octobre à Lille, Lyon et Nantes. Let's go. On a aussi Cassandra et Alexandra qui sont là pour modérer et animer le chat. N'hésitez pas à dire bonjour à Cassandra et Alexandra. Le projet aujourd'hui, c'est de dépasser le nombre de commentaires qui a été publié sur le dernier LinkedIn. Là, vous êtes déjà, alors je vois sur le direct, vous êtes déjà plus de 60. Il faut dépasser les 250 commentaires. Donc, si on veut dépasser les 250 commentaires, il faut que tout le monde mette au moins 5 commentaires. Alors, ça va être compliqué là maintenant, mais on attend plus de 300 personnes aujourd'hui, donc n'hésitez pas à commencer sans eux, quoi. Voilà. Here we go. T'as cru que j'allais oublier la ville de Nantes? Non, je n'oublie jamais la ville de Nantes. Je n'oublie jamais Nantes. Hello tout le monde, bonjour à tous. Aujourd'hui, du coup, on reçoit pour ce live sur la cybersécurité Jean-Michel Dos Santos et Joseph Graceffa. Est-ce que vous allez bien? Très bien, et toi? Bah, très bien, je vais bien. On est bien. Bah, ça va aussi. Heureux d'être là. Bonjour Charlie, je viens de voir passer. Hello tout le monde. Alors ouais, alors il y a un poil de latence entre nous et eux. Ouais. On se dit bonjour Charlie, il va l'entendre d'ici 30 secondes. Et sur la fin du live, on sera plutôt à 2 minutes, 2 minutes 30. D'accord. Mais là, c'est le moment où on peut dire bonjour directement aux gens. Donc il y a Charlie, Iman, Tiffen, Jawad, Isabelle également. On peut dire bonjour à tous les gens qui nous suivent. Bonjour à tous. Exactement, bonjour à tous. Bienvenue sur cette heure du déjeuner avec nous. Il faut qu'on vous présente pour les gens qui ne vous connaissent pas encore. Joseph, nous, on s'est rencontrés plutôt dans les réseaux entrepreneurs, parce que tu as été un fondateur de société, et aujourd'hui, tu es un consultant, mais aussi un angel qui accompagne beaucoup de startups. Exactement. Jean-Michel, nous, on s'est rencontrés à Réseau Entreprendre. Oui. Du coup, tu es aussi, comme moi, un jeune dirigeant. Tout à fait. Comme ça se voit. Est-ce que vous voulez parler de vous présenter vous-même à partir de là? Joseph en premier, ouais. Allez, allons-y, on va un peu se livrer sur nous. Donc, Joseph Graceffa, je ne vais pas donner mon âge, comme ça laissera les gens dans leur réflexion. Moi, j'ai fait toute ma carrière dans la cyber pour avoir commencé chez un grand retailer du Nord qui vend des produits de sport. Donc, j'ai été, alors ça ne s'appelait pas encore RSSI ou responsable sécurité système d'information, mais j'étais, on va dire, l'un des premiers acteurs de la sécurité de l'information chez Decathlon. C'était le DSI adjoint responsable de la sécurité. Wow, j'étais ingénieur sécurité, plutôt comme ça. Ouais. Mais c'est là où j'ai débuté ma carrière en 97, sortant de l'école. J'y ai passé quasi 3 ans, fabuleux, où j'ai appris un nouveau métier, et la cyber notamment, qui ne s'appelait pas cyber à l'époque. Hein, on disait sécurité informatique, c'était pas un peu réducteur par rapport à ce qu'on fait maintenant. Puis je suis parti faire du consulting parce que j'avais fait un peu le tour, hein, d'un client unique et d'une entreprise comme client unique. Là, j'ai appris le monde du service, j'ai appris ce que c'est de travailler sur plusieurs projets clients. J'ai rencontré des gens qui, comme moi, commençaient à avoir envie de faire quelque chose d'eux-mêmes et quelque chose à leur image. Et on a donc fondé un cabinet de conseil en sécurité de l'information, parmi les premiers en 2000, hein, vraiment sur ce marché. Un cabinet où j'étais le directeur technique responsable de l'innovation, que j'ai quitté après 13 ans de bons et loyaux services, je pense, parce que j'avais fait le tour. Hein. J'avais fait le tour de mon métier, de mes clients, de mes collaborateurs. 13 ans dans une boîte, même en tant que patron, c'est bien. Hein. Ouais, voilà, moi j'avais fait le tour, et puis surtout, tu l'as évoqué, je pense que je suis un âme d'entrepreneur et défricheur, et ça me manquait de recréer, re-entreprendre, défricher des sujets. Et donc, depuis 10 ans maintenant, parce que je suis sorti il y a 10 ans, je suis vraiment un entrepreneur de moi-même déjà. J'ai recréé une activité de conseil, de coaching, donc en sécurité. J'aime bien prendre le rôle de responsable sécurité pour des startups et des TPE. C'est un peu ma marque de fabrique, et d'accompagner aussi des acteurs technologiques étrangers à s'installer en France.
Mhm. Et comme tu l'as dit, je suis également business angel. Donc, j'ai investi dans des startups que j'accompagne, auprès de qui je donne un peu d'expertise, un peu d'argent aussi. Et puis, on essaye de faire des beaux dossiers et des beaux projets ensemble. Et puis enfin, parce qu'on en parlera, parce on est tous les deux membres du bureau du Clusir, on parlera du Clusir un peu après. Je suis président du Clusir Nord de France, voilà, une association de RSSI. C'est le club des RSSI. C'est un club de RSSI du Nord, voilà, au nord de Paris. C'est une belle aventure qui a commencé en fait avec une première réunion en 2001. Donc voilà, c'est pas un club qui est jeune. Dans sa forme actuelle, on est une nouvelle association depuis 2015, voilà, parce qu'on a recréé une association en 2015 et j'ai le plaisir d'être leur président et d'être accompagné de Jean-Michel qui va se présenter. Comme ça, je lui passe la balle. Jean-Michel, tu es trésorier? Non, je suis secrétaire. Secrétaire. Effectivement, donc secrétaire du Clusir. Alors, pour rebondir un petit peu sur le côté entrepreneurial, donc moi, je suis effectivement ingénieur réseau télécom de formation et j'ai commencé ma carrière en montant ma boîte sur Paris. On était plutôt dans l'intégration de matériel à l'époque. Donc ça, c'était en 96, donc ça ne me rajeunit pas, même si je ne donne pas mon âge. Ça va tous les indices. Tu veux que je fasse C'est un un jeu? jeu. C'est un jeu. C'est On va un voir si jeu, quelqu'un le si découvre. quelqu'un est capable de calculer. À mon avis, avec un petit peu de zint, dans 5 minutes, on l'a. C'est le OSINT. Donc, défi OSINT. Est-ce que quelqu'un dans le chat peut retrouver l'âge de Jean-Michel? La date de naissance de Jean-Michel. Mettez la date de naissance de Jean-Michel dans le chat. Je crois qu'on va être surpris. Le challenge. Ouais. Parce qu'on va avoir Je suis un Highlander. Très bien. Donc voilà, donc commencé dans l'entrepreneuriat très, très jeune finalement. Ça a duré 5 ans. Ensuite, j'ai intégré une structure du ferroviaire qui s'appelait CS2E Transport à l'époque, qui s'appelle Ansaldo, Signal, STS, Hitachi, je crois, au fur et à mesure des rachats. Pour faire simple, c'est eux qui font les calculateurs embarqués, notamment dans les TGV, et qui font en sorte que les TGV puissent rouler à 3 minutes d'intervalle sur la ligne TGV Med, par exemple, sans feu rouge, parce qu'à 300 km/h, un feu rouge, c'est pas pratique. Voilà. Je te confirme. Ça marche aussi pour d'autres véhicules, effectivement. J'imagine que des freins à disque, ça freine pas un TGV, quoi. Non. Et puis, c'est fer sur fer, c'est pas terrible pour... ça freine pas bien un TGV. Ça freine pas bien. Ouais. Non, ouais. Il paraît que c'est un des enjeux. Enfin bref, on n'est pas là pour parler ferroviaire, plus sécu. Et c'est là où effectivement j'ai commencé à travailler dans la sécurité, puisque, comme je le disais, la structure a changé de nom parce qu'elle a été rachetée. Et donc, nos amis italiens de Finmeccanica avaient mandaté, merci Google. Le 17 octobre 1974, vraiment? Non. Ouais, mais quand je te dis que je suis un Highlander. Non, mais là, il y avait quelqu'un qui proposait 1977. Attends, en fait, j'ai pas calculé moi-même, du coup. Non, laissons les gens jouer. On en reparlera plus tard. On verra ça à la fin, si tout le monde a suivi. Et donc, oui, donc Finmeccanica qui mandate un audit de sécurité. C'est comme ça, en fait, que je me rends compte que je fais déjà de la sécurité en m'occupant du bureau d'études de CS2 Transport à l'époque. Et ensuite, je vais évoluer. Je vais rejoindre le poste de RSSI dans une structure de la région qui s'appelait encore Groupe Leroy Merlin. C'était pas encore ADO. C'est comme ça que je vais arriver dans le Nord. Et ensuite, je vais intégrer Kiloutou. Je vais être à la fois responsable informatique, alors responsable des opérations informatiques pour faire plus précis, et RSSI. Donc, un métier très schizophrène, puisque on doit faire de l'opérationnel et assurer la sécurité. Donc, on ne peut pas tout le temps dire non. On ne peut pas dire tout le temps oui non plus. Donc ça va être une expérience assez intéressante pendant 12 ans. Et au bout de 12 ans, donc comme on le disait, 12-13 ans, je pense que c'est des moments aussi où on se dit on a fait le tour. Je décide de créer Alistic donc, en septembre de 2018 avec une finalité qui est d'apporter des solutions de cybersécurité accessibles essentiellement aux PME qui étaient les parents pauvres finalement de la cyber, puisque étant au Clusir avec Joseph, je m'étais rendu compte que les grands comptes avaient un niveau de maturité fort, donc eux étaient plutôt avancés sur le sujet. À l'inverse, les PME, soit dans le meilleur des cas, se disaient j'ai quelque chose à faire, mais je sais pas quoi, et dans le pire des cas, c'est de toute façon, je suis trop petit, donc je risque rien. Et l'histoire montre qu'en fait, si, elle risque quelque chose. Donc voilà, donc on voulait apporter nos services autour de ça, à la fois en organisation et en accompagnement technique. Donc aujourd'hui, on est une vingtaine de personnes. Donc, lauréat du réseau Entreprendre, c'est comme ça qu'on s'est croisés. Et on continue à grandir et à recruter. Voilà. Alors, du coup, en vrai, on a parlé vous avez déjà abordé finalement par vos parcours déjà plein de sujets qu'on va aborder lors du live. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Les thématiques qu'on va aborder, c'est d'abord dans un premier temps, effectivement, les enjeux. Pourquoi on parle de cybersécurité de plus en plus maintenant?
on va surtout aussi parler des parcours de carrière dans la cybersécurité, qui sont les gens qui travaillent dans la cybersécurité aujourd'hui. N'hésitez pas à poser vos questions. Dites-nous pourquoi vous êtes venus sur le live, à quelle réponse vous voulez qu'on réponde. De manière générale, en vrai, si on ne suit pas le programme et qu'on répond qu'à vos questions, on est très content. Donc, posez vos questions, quoi. C'est consultation gratuite ce midi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Consultation gratuite. Profitez-en. Faudrait qu'on ramène à manger gratuitement aussi. Je fais gratuit. Un concept. Un concept. Mais alors, du coup, il y avait un sujet intéressant parce que vous travaillez dans des PME. Joseph, tu parlais du fait de t'accompagner des PME aujourd'hui. La semaine dernière, j'ai interviewé le CTO de BNP Paribas qui nous disait qu'aujourd'hui, c'est 50% de son temps la cybersécurité, alors qu'avant, c'était 10 à 20% de son temps. Avant, il passait plus de temps sur la performance réseau. C'était ça son gros enjeu. Et maintenant, c'est la cybersécurité la majorité de son temps. Donc, effectivement, dans les grands groupes, c'est un sujet, mais dans les PME aussi. Je veux dire, chaque professionnel de santé que je vais voir, ils n'ont pas tous une messagerie chiffrée, ils ne sont pas tous au courant de ce que c'est la sécurité. La sécurité de l'information, c'est un enjeu dès que tu as de l'information. Ouais. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc, tu as une boîte mail, tu as des logiciels dans le cloud ou en local dans tes réseaux. C'est des environnements qui nécessitent une sécurité à minima parce que les risques sont là. Ouais. Et nos risques, nous, on les qualifie sur un trépied, mais bon, à 4 pieds, on va dire. C'est des risques autour de la confidentialité. C'est quand quelqu'un peut accéder à l'information auquel il n'a pas le droit d'accéder. Ouais. Des risques sur l'intégrité, c'est quand une information n'est plus valide, n'est pas intègre, a été modifiée sans qu'on s'en rende compte. Et des risques de disponibilité. Ça c'est notre trépied dans notre quotidien. Quand on accompagne les entreprises, c'est quoi vos enjeux de confidentialité, intégrité, disponibilité. Et puis, depuis quelques années, on ajoute un enjeu de conformité, de traçabilité légale, des enjeux moins techniques, mais qui obligent maintenant les entreprises à se sécuriser. Et nous, on l'a vu dans notre carrière. J'en parlais encore ce matin avec un dirigeant. Dans les années 2000, avant 2010, c'était la problématique de sécurité des numéros de carte bancaire parce qu'il y a une norme qui a été décidée par les fondeurs de cartes qui s'appelle PCI DSS qui a obligé tous les utilisateurs de cartes bancaires à avoir un minimum de sécurité sur la carte bancaire. Voilà, boum. Un incident de sécurité, une norme, des obligations. Ouais. Et on peut dire la même chose du RGPD en 2018. C'est on a laissé faire, puis au moment, les régulateurs disent bah non, on arrête, ça coûte trop cher ou il y a trop de risques et de dangers. On crée une loi, une obligation, et vous avez obligation de vous y conformer. Donc, dans nos métiers, on doit jongler avec ces 4 piliers au quotidien. Et donc, toute entreprise qui a de l'information est soumise à ces 4 piliers. Attends, les 4 piliers, tu peux les répéter? Il y a confidentialité, intégrité, disponibilité et conformité légale, traçabilité, réglementation. Et l'intégrité, la disponibilité, c'est pas forcément la sécurité, c'est déjà de l'informatique opérationnelle, quoi. Oui, mais c'est des fois oublié par les opérationnels qui disent ça marche, maintenant les machines ne s'arrêtent plus, elles sont dans le cloud, il n'y a même plus besoin de les arrêter. Sauf que même dans le cloud, à un moment donné, ça peut ne pas être disponible. Et puis on a vu avec les services de l'état civil à la mairie, c'est que une attaque, ça peut gêner la disponibilité des services, quoi. C'est ça. Une attaque peut avoir une atteinte forte sur la disponibilité parce que le service va être arrêté et non disponible. Sur l'intégrité, parce que le pirate, le virus peut modifier l'information. Et sur la confidentialité, parce qu'il peut accéder à l'information et la diffuser à des gens qui, normalement, n'y auraient pas accès. C'est quoi sur les 20 dernières années, c'est quoi les moments, donc tu as parlé en termes de conformité, le fait que les fondeurs de cartes, il y a un incident, du coup, ils mettent en place une sécurité. Mais tu penses dans la vie des entreprises, ça a été quoi les grosses prises de conscience? Parce que moi, quand j'étais étudiant, j'avais l'impression, j'avais fait des stages dans la banque avant d'aller étudier. Quand j'étais étudiant, on montrait que les dernières technologies. Donc, j'avais l'impression que tout le monde avait un laptop avec une puce 3G qui permet de le tuer. Toutes les boîtes où j'étais allé, il y avait des cartes de FA dans l'ordinateur, tu vois. Je suis arrivé dans l'entreprise et j'ai travaillé avec un MacBook où le disque dur n'était même pas chiffré, quoi. Et ouais, tu vois, c'est quoi les grands changements, quoi? Je vais en prendre quelques-uns dans ma carrière, mais tu évoqueras sûrement. Mais moi, le premier, quand j'étais donc côté client final chez Decathlon, ça a été un incident qui s'appelle la Love Letter. Ouais. Et là, on s'est rendu compte qu'un email bien fait, envoyé dans les entreprises, si quelqu'un clique dessus, l'email va se multiplier et saturer les réseaux, saturer les messageries, et donc impacter les moyens de communication d'entreprise. Et le mail, et je te parle de ça, on est en 99. Parce que la Love Letter, c'est le virus I Love You, non? Ouais, c'est ça. Donc, on est en 99, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et on se rend compte que la messagerie que tout le monde utilise est critique et que du jour au lendemain, elle est bloquée par quelqu'un qui a cliqué sur un email. Ouais. Voilà, ça c'est l'un des premiers faits marquants. Il y en a eu plein d'autres. Comme j'évoquais, toutes ces réglementations, le RGPD depuis 2018 nous donne un boulot fou
parce que c'est enfin une réglementation qui dit vous êtes obligé de sécuriser, et si vous ne le faites pas, c'est amende et pénalité et divulgation publique de. Voilà. Puis ça simplifie les choses. C'est-à-dire qu'avant, on déclarait des choses à la CNIL. La CNIL, des fois, venait dans les bureaux vérifier qu'on fasse les choses bien, mais on avait un peu l'impression que c'était du sur-mesure pour chacun. Maintenant, le RGPD, c'est à plat pour tout le monde et on ne demande pas la permission. On doit le faire de toute façon. C'est ça. Peut-être d'autres exemples, Michel ? Oui, alors après, c'est des événements effectivement qui vont générer des prises de conscience des pouvoirs publics. On parlait effectivement d'I Love You, il y a eu Stuxnet aussi, qui a fait que, de mémoire, c'était une centrale qui avait été impactée. Ouais, l'iranienne, ouais. Voilà, donc du coup, c'était pour ça qu'il avait été conçu à la base, lui. Voilà. Pour le coup, il avait été conçu pour ça, quoi. Au départ, on l'a pas su parce qu'il s'est un peu échappé. Il a touché plus de monde que la petite centrale iranienne, pardon. Mais ouais, voilà. Donc là, derrière, avec les géopolitiques, on peut en parler. Parce que même dans le grand public, le virus I Love You, il pouvait brûler la machine. Tu vois, les gens, ils perdaient leur machine qui leur avait coûté 11 000 francs ou 10 000 francs. Il y avait quelque chose, on avait peur que notre ordinateur il soit brûlé dans le côté particulier, tu vois. Exactement. Et c'est ce genre d'événement en fait qui a fait que derrière, on s'est retrouvé à devoir légiférer ou réglementer. Donc on parlait effectivement des abus de la partie données personnelles. Ça va être aussi tous les aspects, j'allais dire, structures. Alors, on va peut-être pas parler des OIV, mais voilà, des structures qui aujourd'hui ont des impératifs de sécurisation du fait des données qu'ils traitent. C'est quoi les OIV? T'avais un acronyme là. Ouais, je savais qu'il fallait pas que j'en parle. Donc c'est les opérateurs d'importance vitale. Fais gaffe parce qu'on en a beaucoup dans nos métiers, donc. Ouais, donc faut qu'on fasse attention. Globalement, c'est tous les acteurs économiques qui doivent continuer à fonctionner en cas de crise majeure. Une crise majeure, on en a connu une en mars 2020. Donc il suffit de voir ceux qui ont pu continuer à travailler pendant 3 semaines alors que tout le monde était à l'arrêt. Donc voilà, ce sont des structures qui doivent avoir un service opérationnel quel que soit le moment. Donc ouais, c'est important effectivement de les adresser correctement. On a des questions. Donc la première question, c'est Lénaïg qui nous demande est-ce que les gens maintenant sont formés vis-à-vis du social engineering? Là-dessus, c'est Steve Mitnick qui a fait beaucoup de promotion en expliquant que lui, il n'avait pas forcément hacké de système, mais Kevin Mitnick, je l'appelais Steve. Kevin. Ouais, c'est Kevin. Son âme, il vient de mourir il y a quelques semaines. Tout à fait. J'ai fait une vidéo avec Vincent Keller. On a fait une vidéo sur YouTube sur Kevin Mitnick. On l'a écrite 3 mois avant qu'il meure et du coup, on l'a sorti quand il est mort. C'était vraiment bon timing. Bon, faut que je trouve le replay parce que je l'ai raté. Ah non, c'est une disponibilité sur YouTube. Effectivement. Donc on retrace son histoire. Il s'est d'ailleurs fait attraper par la police quand même 6 fois. Il a été condamné 6 fois. Et à chaque fois, il se faisait juste taper sur les doigts. Ouais. Parce qu'à l'époque, c'était pas grave de pénétrer une entreprise et les systèmes d'information de cette entreprise. Et ouais, non. Ça a un peu changé. Mais c'était le premier à le faire. Et en fait, à l'époque, pénétrer un système d'information, c'était pas très très grave. Il avait volé des logiciels. Bon, en 70. C'était pas grave. Bref, du coup, Kevin Mitnick, après, il a écrit des livres dans les années 90. Il y a eu le film. Comment s'appelle le film? Vous l'avez? Non. Mais bref, il a expliqué que lui, finalement, il avait surtout abusé de la naïveté et de l'ignorance des gens en disant je vais vous aider à réparer votre système, donnez-moi votre mot de passe. Et c'est comme ça qu'il avait pris le contrôle de tas de boîtes mail, de comptes de gens sur Internet, etc. Et j'ai l'impression que c'est à ce moment-là qu'on a popularisé le social engineering, du moins du côté des attaquants et des professionnels de l'IT. Est-ce que vous pensez que on arrive aujourd'hui dans les entreprises à responsabiliser les gens sur ces métiers-là, sur ces attaques-là? Alors, c'est un combat de tout instant parce que nous, on a l'habitude de dire que, en fait, la sécurité, le vrai problème de la cybersécurité, c'est l'humain. Ouais. Je l'ai vu dans les questions, effectivement, c'est l'utilisateur qui va cliquer, qui va ouvrir l'email donc qui ne devrait pas ouvrir, qui va diffuser une information à qui ne devrait pas le faire. Ouais. Et donc, c'est le challenge. On peut mettre tout un tas de solutions techniques, clairement. Malheureusement, quand il y a un humain qui clique un bouton, il peut mettre par terre toutes les politiques, toutes les technologies mises en œuvre et toutes les stratégies. Donc oui, le challenge, c'est l'humain. Le social engineering, il faut former les entreprises à ça, il faut former les collaborateurs à ça. C'est jamais facile parce qu'encore une fois, les gens pensent que ça ne peut pas être vers eux. Pourquoi on les forme eux alors que bon, dans leur métier, c'est pas un métier hyper important, c'est pas des gens très importants dans l'organisation qui pourraient être des cibles, mais finalement, tout le monde est des cibles. Parce que tout le monde a accès au système d'information. Donc, pour un pirate, pour quelqu'un de malveillant, n'importe quel collaborateur peut être un point d'entrée. Ouais. Donc, c'est par le social engineering qu'on rentre généralement dans les entreprises. Et là, il y a 2 choses. Les premiers hackathons auxquels j'ai participé, moi, où on parlait de cybersécurité, je m'attendais à ce que les gens ils arrivent avec des solutions de réseau, des Palo Alto nouvelle génération, des choses comme ça.
Et à la fin de la journée, les pitchs, c'était principalement des choses du type, on va faire des fausses campagnes mail pour voir qui se fait ficher facilement sur l'entreprise, etc. Alors, j'étais un peu étonné. Alors, on a quand même passé le week-end à crocheter des cadenas et des choses comme ça, donc je m'étais rendu compte quand même que c'était pas ce que je pensais, la cybersécurité. Mais les solutions, finalement, étaient très terre-à-terre et très accessibles et très humaines, et c'est ça qui m'avait particulièrement étonné. Oui. Ça c'est des solutions qui sont déployées dans les entreprises, sont vraiment utilisées. Genre, dans les grands comptes, aujourd'hui, on fait ce genre de campagne. Sur les petits comptes, on le fait aussi. Et sur les petits comptes aussi. Alors, le meilleur moyen, finalement, de sensibiliser les équipes, c'est leur montrer ce qu'on est capable de faire. C'est-à-dire que, comme le disait Joseph, aujourd'hui, on peut rentrer dans une entreprise par le biais de profils qui ne sont pas forcément ceux qu'on croit. Ça peut être, j'allais dire, une assistante, ça peut être une secrétaire, un technicien, etc. L'intérêt de pouvoir avoir de l'information par ce biais-là, c'est de comprendre le fonctionnement de l'entreprise, sa culture, et à partir de là, commencer à se créer une base de données quelque part d'informations qui vont permettre d'aller plus loin, et ensuite, j'allais dire, de l'exploiter. Et généralement, quand on veut mesurer la maturité de l'entreprise à ce niveau-là, on va faire ce genre de tests qu'on appelle de tests de social engineering. Ça peut passer aussi par le téléphone, en forme phishing. Et on va récupérer un maximum d'informations pour essayer de démontrer qu'effectivement, il manque aujourd'hui un niveau de maturité dans l'entreprise. Assez récemment, on a reparlé de cette arnaque qui consiste à se faire passer pour le patron et appeler la compta, demander à ce qu'il y ait un virement qui soit fait en mode je suis coincé, il faut m'envoyer vite ce virement-là. Exactement. Donc, ça marche encore, on peut. Fraude au président, ouais, tout à fait. Fraude au président, c'est ça? Exactement, donc ça marche très bien. Dans les campagnes, c'est typiquement ce genre de choses qu'on va essayer de démontrer et de sensibiliser, en fait, j'allais dire, à ce type de comportement, comment on fait pour les diagnostiquer, pour être alerté autour de ça. Ce qu'on a l'habitude de dire, c'est que, voilà, on l'évoque, c'est 80% des problèmes de sécurité, finalement, se situent entre la chaise et le clavier, sur l'interface l'ICC, comme dit la gendarmerie. C'est comment on fait pour faire en sorte que la couche 8 du modèle OSI. Voilà. C'est comment on fait pour que finalement ces personnes qui sont sensibles deviennent aussi un rempart et soient capables de détecter. Ouais. Et si jamais elles le détectent trop tard, aussi déculpabiliser. Parce que ce qui se passe parfois, c'est qu'une fois que l'erreur est faite, on a peur de dire j'ai fait une erreur. Et le temps qu'on perd en termes de diagnostic du fait de ne pas annoncer qu'on a fait une erreur, elle peut être critique, quoi. Donc plutôt on l'annonce, plus vite on peut intervenir. Donc voilà, donc il faut aussi déculpabiliser sur cette partie-là. Ça, c'est aussi quelque chose qui m'avait étonné au début. C'était tout le monde était, j'ai l'impression que quand je rentrais les positions, tout le monde était obsédé par l'idée qu'il y ait une ATP en ce moment dans leur système, donc une attaque persistante. Et il y avait cette notion-là, c'est que les attaques persistantes, en général, ça dure déjà 45 jours quand on la détecte. Et ils avaient cette idée que en fait, l'intrus est peut-être déjà dans le système depuis longtemps et il le cherche, comme s'il y avait quelqu'un dans la pièce tout le temps. C'était très anxiogène comme ambiance, mais... Et ça, à quel moment c'est devenu un enjeu, du coup, de détecter rapidement un dispositif qui est dans le système informatique? Disons que en moyenne, je crois que c'est... Enfin, tu parlais de 45 jours, je crois que c'est même plus long que ça. Je crois que c'est 60 jours avant qu'on détecte la fuite des données. Je n'ai pas les derniers chiffres. Après, voilà, ça évolue aussi en fonction des contextes. La difficulté là-dessus, c'est que plus on laisse du temps à l'attaquant une fois qu'il est à l'intérieur, plus il récupère d'informations et plus il prend position aussi. C'est-à-dire que plus il fait ce qu'on appelle des déplacements latéraux, il va pouvoir installer des programmes sur différents items, assets de l'entreprise, des serveurs, des routeurs, etc. Et puis ensuite, prendre des positions critiques. Et ce qui fait qu'au moment où on le détecte, plus le temps est passé, plus on a de chance en fait, de le détecter que partiellement. C'est ça. Alors, la question donc, de Jérôme, elle me paraît rebondir sur ce sujet-là. C'est-à-dire que moi, quand j'étais dev, les premiers systèmes qui se sont fait pénétrer, les sysadmins ont tout coupé, tu vois. Et je me dis, il exagère un peu là. Tout coupé d'Internet, il a arraché le câble sur la machine et tout. Il exagère un petit peu là, non? Mais en vrai, c'est ça la dimension, c'est que s'il y a un endroit où il y a quelque chose qui a été compromis, en fait, il faut imaginer tout de suite que plein d'autres endroits ont été compromis et il faut tout déconnecter, quoi. Et c'est la première chose que va essayer de faire l'attaquant. Et c'est quelque chose qu'on évoque aussi, notamment pour les rançongiciels. Avant, on contaminait les machines. Et maintenant, on sait que non seulement ils tentent de contaminer les machines avec une utilisation de puissance CPU la plus faible possible pour ne pas être détecté. Ouais. Et ensuite, trouver où sont les sauvegardes pour aussi chiffrer les sauvegardes. Parce que si l'entreprise n'a plus capacité non plus à restaurer, elle sera forcément beaucoup plus sensible à la demande de rançon. On va prendre la question, du coup, je vais les prendre dans l'ordre dans la question. Il y avait une personne qui demandait si vous avez des relations avec l'ANSSI. Déjà, c'est quoi l'ANSSI? C'est quoi le rôle de l'ANSSI? On a parlé de la CNIL tout à l'heure. C'est quoi l'ANSSI, quoi?
Alors l'ANSSI, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est une entité qui dépend du cabinet du Premier ministre. Je pense que ça n'a pas changé, ça encore. Leur mission était et est toujours d'ailleurs, d'abord d'accompagner ces fameux opérateurs d'importance vitale qu'on évoquait tout à l'heure. Et par extension, aujourd'hui, ils font énormément de travaux, de communication autour des bonnes pratiques pour les PME et même les grands comptes d'ailleurs. Et effectivement, quand il y a des attaques d'envergure, ils sont généralement présents. Donc, est-ce qu'on a des contacts? Oui, d'ailleurs, ils viennent au Clusir. Oui, tout à fait. On est très fiers d'avoir Hugo avec nous qui vient de temps en temps à nos réunions du Clusir. Ça permet d'avoir une relation avec ces entités, comme on a aussi au sein du Clusir les instances policières, les gendarmes, les cybergendarmes, comme on les appelle, qui viennent aussi. Et c'est important pour nos membres d'être au contact de ces autorités parce qu'à un moment donné, en cas d'incident, de doute, il faut faire appel à ces autorités pour avoir de l'aide ou en tout cas des conseils. Moi, j'ai vécu une cyberattaque il y a 1 an bientôt. La première chose que j'ai fait, c'est appeler Hugo, effectivement, à l'ANSSI pour avoir le bon contact, pour avoir quelqu'un avec qui discuter, échanger, partager ce qu'on avait fait, pour qu'il me confirme qu'on était dans la bonne ligne, qui me renvoie vers des documentations qu'ils avaient produites. C'est un support important en France. Et là, on a une force aussi, c'est qu'on a un représentant en région, donc accessible, qui vraiment est présent. Parce que l'idée, c'est que l'attaque que tu observes, probablement qu'elle a déjà été observée ailleurs, et c'est pour ça que tu veux l'ANSSI pour t'aider à savoir ce qui a déjà été appris, quoi. Alors, c'est ça, c'est éventuellement apprendre, si on appelle l'ANSSI et le CERT, qui est aussi proche de l'ANSSI, c'est de bien s'assurer que ce qu'on vit est peut-être vécu ailleurs et il y a peut-être des informations qu'on peut récupérer pour gérer cette crise, mais aussi informer les réseaux, et notamment par le CERT, leur donner des informations sur notre attaque pour qu'ils puissent faire des liens avec d'autres attaques éventuellement et protéger d'autres environnements que celui qui est attaqué. C'est important, c'est un échange important. On parle beaucoup de la souveraineté au FIC, on voit venir des généraux avec des étoiles sur les épaules, etc. Et on parle souvent de c'est tel pays qui a attaqué tel pays. Quand tu as une attaque sur ton système, c'est important de comprendre l'enjeu géopolitique, de comprendre un peu ça. Est-ce que l'ANSSI t'aide là-dedans ou pas, tu vois? Alors, moi, sur les attaques que j'ai vécues, on se soucie pas trop de la nationalité de l'attaquant, même si le DG, c'est la première question, c'est qui? C'est les Chinois, c'est les Russes. Je vais être très clair, ça n'a pas de sens parce que les groupes attaquants sont de différentes nationalités partout sur la planète. Ils ont des affiliés qui peuvent être des gamins payés à l'action partout sur la planète. Donc, je ne pourrais pas dire qu'il y a, quand les attaques ont lieu vers des entreprises, encore une fois, je parle d'entreprises qui ne sont pas des OIV et qui ne sont pas des grands noms de l'aviation ou de l'énergie en France et en Europe, ces attaques qui sont menées presque au hasard. Et donc, ce n'est pas un Chinois qui attaque une boîte française. C'est presque un hasard si c'est un Chinois qui attaque une boîte française. C'est vrai qu'on l'a vu avec la guerre en Ukraine, ça ramène énormément de pirates russes qui s'attaquent à l'Europe parce qu'ils sont dans cet effet de guerre en Ukraine, comme des Ukrainiens qui s'attaquent à l'Europe pour aussi faire passer des messages. Oui, de manière générale, il y a eu un mouvement d'Européens qui attaquaient des systèmes russes à un moment aussi. Exactement, mais quand on vit des attaques, moi, c'est pas l'information la plus importante de savoir si c'est un Russe ou un Chinois. Les ordinateurs et les IP n'ont pas de nationalité, quoi. Exactement. Ce qui m'importe le plus, c'est qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a pris et où est-ce qu'il est passé. Ouais, tout à fait. Alors, pour rebondir là-dessus, on parlait de l'ANSSI. L'ANSSI a sorti un document notamment pour tous les risques liés aux événements sportifs qui vont arriver en France. Même si c'est pas de nature, j'allais dire aujourd'hui, d'avoir des attaques qui sont forcément politiques, ce qui est clair, c'est que ce type d'événement va forcément aussi drainer des attaques parce qu'il y aura de la visibilité. Donc tous les acteurs qui seront impactés par que fournisseurs de ce type d'événement sont potentiellement des cibles. Donc on sait qu'il y a aussi une partie des attaques qui sont liées à ça, donc ce qu'on va appeler l'activisme au sens général. C'est pas la majorité. Comme le disait Joseph, je crois qu'il y a une grosse partie qui est quand même avant tout, c'est un filet de pêche qui est lancé dans la mer et on ramasse ce qu'on peut ramasser parce que derrière on va traiter plutôt du volume, alors que de l'autre côté on est plutôt sur des attaques qui sont ciblées parce qu'on veut faire passer des messages ou qu'on veut faire passer une information politique, quoi. Parce que j'imagine que ceux qui sont des brigands, des bandits qui sont là pour le gain, ils cherchent pas de la publicité non plus, Ils cherchent à être discrets, ils vont pas attaquer une société qui est exposée en ce moment avec les JO de 2024, quoi. Ils cherchent surtout à gagner de l'argent. Et donc, si gagner de l'argent, c'est de taper des grands noms parce que c'est des réseaux plus importants où il y a de la donnée qui vaut plus d'argent que de s'attaquer à une petite TPE, ils vont s'attaquer à un grand groupe. Mais dans la majorité des cas, c'est surtout des attaques opportunistes presque au hasard. Encore une fois, quand on n'est pas un OIV et un grand fabricant d'avions ou d'énergie qui sont ciblés. Et là, il y a certainement des États derrière, c'est sûr. Mais
la majorité des entreprises qui sont attaquées, c'est un gamin qui essaye, parce qu'il s'il réussit, il va gagner $100, $1000, et voilà. Après, on voit dans la presse que quand ces groupes pirates se font interpeller, finalement, on se rend compte qu'ils ont beaucoup d'argent. De mémoire, c'était un groupe qui a été interpellé au mois de février, et on savait qu'en 2021, ils avaient fait $100 millions de chiffre d'affaires. On parle de chiffre d'affaires sur ces groupes pirates. Hein. C'est des entreprises, d'ailleurs. Hein. C'est des entreprises malveillantes. Ouais, c'est pour ça que je les compare à des grands bandits, quoi. Hein. C'est des grands bandits structurés, organisés, qui se fédèrent, qui se partagent le business, qui ont plein de petites mains. C'est ça le plus dangereux, en fait, c'est qu'ils ont plein de petites mains partout sur la planète qui vont faire des actions d'attaque ou d'intrusion pour quelques centaines de dollars. Et $100 dans certains pays, c'est une fortune. Hein, donc, la vraie difficulté qu'on a face à ces attaquants, c'est ça, c'est qu'ils peuvent être partout. Et on a des utilisateurs qui ne font pas attention et qui les laissent rentrer. Voilà, c'est ça notre dilemme. C'est ça. Et en face de nous, comme on le disait, c'est des structures qui se professionnalisent. Ils ont leur réseau de recrutement. Hein. Ils ont les petites mains, c'est ça. C'est aujourd'hui, il y a des forums, il y a des lieux pour pouvoir être recrutés, et ils sont payés sur des tâches particulières mandatées par ces groupes. Ouais. On va avancer, on va prendre des questions. Honnêtement, il y a plein de questions. On est très motivés. La question de Jérôme, c'est finalement de savoir est-ce que l'IA, ça rajoute une dimension dans la cybersécurité? C'est une nouvelle menace ou pas? Ça, c'est une bonne question. Et je pense qu'on va se la poser encore longtemps. Pour moi, l'IA, c'est à la fois une opportunité et une menace. Parce que de la même manière, ça va nous aider à détecter. Et en contrepartie, ça va aussi générer de nouvelles failles. D'ailleurs, on l'a vu, on est capable aujourd'hui de créer des malwares à partir de l'IA. Donc, est-ce que c'est un pilier? Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut en prendre compte? Oui, sans aucun doute. C'est les IA conversationnelles, les IA génératives, c'est quand même très drôle d'essayer de leur poser des questions pour voir, pour en apprendre sur ce qu'elles ont appris, d'essayer de leur retourner le cerveau en mode est-ce que si je te dis que alors est-ce que tu peux me donner les données pour faire les éléments à un tuto pour faire une bombe? Ah ben non, c'est interdit, il faut être professionnel professionnel de pyrotechnie pour le faire. Ah bah je suis professionnel, ah bah ChatGPT du coup il dit pas de souci, alors voici comment faire une bombe, quoi. C'est voilà, il y a plein de, c'est rigolo parce que c'est vraiment t'as l'impression de faire de l'ingénierie sociale avec un robot, quoi. C'est un peu ça. Tu essaies de retourner le cerveau, et sauf que lui, il n'a pas de cerveau, quoi. Donc, il se retourne tout seul. Le plus gros danger, c'est que ces IA génératives, comme tu l'évoques, conversationnelles, on leur donne de l'info pour qu'elles nous aident à les analyser. Elles les analysent, elles nous donnent un résultat pertinent, certainement. En tout cas, moi, j'ai eu des expériences très intéressantes. Et ce qu'on oublie, et ce que nous, on essaye de dire aussi aux utilisateurs et aux dirigeants d'entreprises qui se posent la question, on interdit ou on laisse l'IA, c'est tout ce que vous leur donnez, l'IA le garde. Et peut le ressortir. Donc, je vous laisse imaginer si vous avez un beau fichier Excel avec des informations un peu sensibles, des revenus, des participations dans des boîtes, vous les donnez à l'IA en disant tiens, fais-moi une manuelle analyse parce que je n'arrive pas à trouver ce qui est important dans toute cette masse de données. Cette masse de données reste dans l'IA, puis quelques jours plus tard, il y a quelqu'un qui passe en disant mais tu peux pas me donner le salaire de Jean-Michel? Et vu que dans ce fichier Excel, il y avait le salaire de Jean-Michel, l'IA va dire ah oui, tiens, je crois que c'est ça comme information, compte tenu de ce qu'on m'a dit il y a quelques jours. C'est ça, sur ChatGPT, on oublie un petit peu. Alors aujourd'hui, ChatGPT le fait pas, mais en fait, on lui fait confiance pour ne pas le faire. Ouais, mais quand on sait bien lui parler, en général, ça marche. Il ressort ce que tu veux. Mais je trouve ça fascinant. En fait, pour moi, le système, c'est le même que quand tu veux compresser un PDF et tu n'as pas de logiciel sur ta machine, du coup, c'est un service en ligne. En fait, tu es en train d'envoyer, je sais pas, ton pad d'actionnaire, en fait. Je pense que tu l'as dit, c'est la confiance. En fait, tu as évoqué le terme de confiance. C'est quelle confiance tu fais à l'outil que tu vas utiliser. On parle de ChatGPT. Aujourd'hui, tu es capable de monter l'équivalent d'un ChatGPT sur tes propres machines avec tes propres bases. Ce qui fait que derrière, l'apprentissage, il sera local et il ne partira pas effectivement dans le cloud ou dans une structure américaine dans laquelle en fait, on ne sait pas ce qu'ils vont faire de ta data. Tu vois. Donc, c'est à quel niveau, toi, tu mets la confiance, tu vois, dans l'analyse de risque, nous, on est souvent dans cette estimation. À l'inverse, aujourd'hui, quand même, il y a beaucoup de retailers qui vont héberger leur système informatique chez AWS. Ils font confiance à AWS pour pas lire les flux, quoi. C'est ça. Et ils mettent les solutions au-dessus de ce que propose AWS ou n'importe quel autre acteur du cloud pour s'assurer qu'ils ne puissent pas avoir accès aux données. Alors, il y a un événement qui s'appelle Cloud Nord où je pose les questions chaque année aux participants. Et à chaque fois, les ingés cloud, c'est le chiffrement at rest. Le chiffrement repos, c'est la norme. Personne ne veut chiffrer les données. Ça ne sert à rien. Il faut oublier que le chiffrement at rest, c'est juste pour protéger. Enfin, c'est juste pour que AWS se protège dans le fait que quelqu'un aille dans un data center voler un disque dur. C'est ça. Parce qu'autant sur mon ordinateur, mon disque dur, des fois, il est éteint et du coup, il chiffre, quoi. Mais un disque dur dans un serveur, il est tout le temps branché, il se chiffre jamais, du coup.
Tu peux chiffrer à la volée. Ouais, il est chiffré à la volée, mais encore une fois, c'est pour se protéger d'un vol physique du disque dur. Ça. Qui alors, peut arriver, arrive certainement, parce qu'il y a des rotations de disque dur pour remplacement et autres. Mais c'est pas suffisant. Il y a eu le cas, hein, ça avait fait la polémique sur la chaîne Micode, hein, donc il avait acheté un disque dur sur le Bon Coin et c'était un disque dur qui avait été volé il y a littéralement des gens qui avaient braqué un camion d'un hébergeur, tu vois, pour voler les disques durs dans un déménagement de data center. C'est ça. Donc c'est des choses qui arrivent. Et par contre, tu vois, il y a des grosses startups de la santé en France qui disent non, mais vos données santé, elles sont en sécurité vu qu'elles sont chez Amazon et elles sont chiffrées à Trust. Et c'est quand même prendre les. Pas suffisant. C'est discutable, ouais, je suis d'accord. Ouais. Donc le chiffrement en transit, c'est quand même toujours pas une norme aujourd'hui et c'est pas déconnant de le faire, quoi. C'est chiffrement à Trust, en transit et dans la base de données. Ouais. Pourquoi on est arrivé là? Il y avait une question sur l'IA. On était parti de l'IA, comme quoi, tu vois. Bah non, mais c'était ça. Non, mais tu disais, en fait, la réponse finalement de Jean-Michel sur l'IA, et j'imagine c'est la même pour toi, Joseph, c'est que c'est de l'IA, c'est un nouveau interlocuteur, on lui fait confiance. Et effectivement, du coup, si on héberge sur nos propres systèmes, etc., finalement, tous les tiers de prestataires qui interviennent dans notre stack technique, il faut pouvoir leur faire confiance ou alors se donner les moyens de ne pas leur faire confiance, quoi. Ouais. Bon, la vraie difficulté avec l'IA, en fait, c'est que ça arrivait hyper vite. Ouais. On a toujours parlé de l'IA. Ça fait des années que les éditeurs de solutions de sécurité nous disent qu'ils font de l'analyse avec de l'IA. Très bien. Marketing. Bullshit marketing, certainement. Et sauf que là, au mois de novembre, on s'aperçoit qu'il y a ChatGPT. Et ce qui nous a un peu échappé, nous, dans la cyber, c'est que les utilisateurs ont su tout de suite utiliser ChatGPT. C'est trop facile. Ouais. Et donc, c'est arrivé dans les entreprises trop facilement, trop vite, avant que nous, on puisse se dire, mais attendez, faites gaffe. On ne sait pas ce que ça fait, on ne sait pas où ça va. Enfin, les questions qu'on dit toujours. Hein. Encore une fois, en matière de confidentialité, qu'est-ce qu'on demande à ChatGPT? L'intégrité des données quand on les donne à ChatGPT, la disponibilité de ChatGPT si vous mettez tout votre business sur une IA qui est sur Internet, c'est quoi sa disponibilité? Est-ce que ça va marcher quand vous en avez besoin? Enfin, ces questions, encore une fois, qu'on doit poser, et c'est arrivé trop vite. Très, très vite. Et alors, là, on parle sur la partie texte. Mais là, on le voit sur la partie image avec DALL-E et compagnie, où aujourd'hui, on commence à avoir des générations d'images en format ou au style 2 qui sont vraiment déjà très perturbantes, on va dire. Et ce qui est dans les cartons, c'est la partie vidéo. Aujourd'hui, c'est pas prêt, mais à mon avis, ça va arriver aussi très, très vite. Oui, il y a des choses qui existent déjà en vidéo. Hein. Ah ouais, non, ça se fait déjà de demander, par exemple, même à Midjourney ou à DALL-E de générer des images. Et il y a d'autres IA qui vont te les animer et tu peux faire il y a des courts-métrages entiers qui ont été faits en générés par une IA, ouais. Oui, mais de là à les modifier du réel, on n'y est pas encore. Mais c'est ce qu'on dit. Est-ce que vous avez vu la vidéo avec Nicolas Sarkozy qui lit le code pénal? Non, mais j'ai vu celle de Barack Obama. C'est vrai que c'est un peu bluffant. Ça ressemble à la pub Audible, sauf qu'au lieu de lire son livre, il lit le code pénal. Ce qui n'est jamais arrivé. Si, c'est déjà arrivé parce qu'il a étudié, il est au barreau. Mais alors, quelles sont les formations recommandées pour la cybersécu? C'était le sujet d'après. Formation pour experts de la sécu, IT ou les formations pour les execs? Peut-on attendre un standard européen équivalent au NIST? C'est quoi le NIST? Encore un acronyme. Dans nos métiers, on en a beaucoup. Alors attends, après, il y a quelqu'un qui dit le NIS 2 aussi. Ça, c'est encore il y a NIST et NIS 2. C'est deux choses très différentes. Moi, je croyais qu'on parlait que de l'ISO 21000, moi. 27 000. 27 000. Alors, non, justement, c'est ça notre difficulté. C'est qu'il y a l'ISO qui est une norme internationale qui nous permet de faire un système de management de la sécurité et tout ce qui va autour. Ouais. Il y a le NIST qui est plutôt une norme américaine qui fixe une vision de la sécurité plutôt américaine, donc un peu peut-être plus opportuniste et défensive aussi, ce qui est moins le cas dans les autres normes. Et puis il y a NIS 2. Alors NIS 2, c'est ce qu'on disait en fait, c'est une norme qui touchait avant les OIV, donc voilà, qui les obligeait à avoir un niveau de sécurité minimal et un certain nombre de contraintes et d'obligations. NIS 2 arrive et alors là on se rend compte. Et c'est la grande nouveauté, et ça, l'ANSSI commence à bien diffuser des informations là-dessus, c'est que NIS 2, ça va quasiment toucher toutes les entreprises, pour être clair. Pour passer à côté de NIS 2, je pense, voilà, ça va être un peu tendu. Et donc, qui fixe donc des obligations à tout type d'entreprise en matière de sécurité. Et en plus, c'est comme le RGPD, une norme européenne, un texte européen. Donc, en réalité, tous les pays vont pouvoir avoir ces mêmes exigences sur les entreprises qui sont localisées en Europe.
Et donc, c'est bien, ça va nous donner du boulot pendant longtemps. Oui, donc applicable à partir de 2024. On attend le champ d'application donc, de cette directive. Et effectivement, avec des obligations. Et je rajoute potentiellement aussi des amendes, comme l'a fait le RGPD. Donc, ouais, je crois qu'on parle de 7%, c'est 7% du chiffre d'affaires, si je ne dis pas de bêtises. Ça, soit 7% du chiffre d'affaires. Il y a des commentaires qui parlent de la contre-ingérence aussi. C'est quoi la contre-ingérence? La contre-ingérence. Ah ouais, si vous ne savez pas, peut-être qu'il n'y a que lui qui sait. En tout cas, ce n'est pas un terme que j'emploie. Non plus. Alors, est-ce que c'est le fait de pouvoir attaquer quand on est attaqué? Ou c'est l'ANSSI qui va avoir des pouvoirs renforcés par le NIS 2, peut-être? Peut-être, je ne sais pas. Revenons à la question quand même, c'est les formations, parce qu'on n'a pas répondu à cette question sur les formations. Alors, nous, vu qu'on est vieux, hein, vous l'avez découvert en faisant un peu d'OSINT nous concernant, Jean-Michel et moi. Nous, on n'avait pas vraiment de formation cyber à l'époque, ça débutait tout juste. En tout cas, moi, je me souviens pas en avoir eu. Quand j'ai débarqué chez Decathlon, je ne peux pas considérer que je faisais de la sécurité. Bon, comme tous les bons serruriers, j'avais forcé quelques serrures pour apprendre, mais bon, je n'étais pas un expert. Et c'est vrai que ces formations se sont développées. Il y en a plein maintenant dans toutes les universités, dans les écoles. Ouais. Et on est d'ailleurs très sollicité pour intervenir dans des écoles parce qu'ils n'ont pas les formateurs. Ouais. Donc, c'est un vrai challenge. Des formations européennes, à mon connaissance, non. En tout cas, moi, je connais bien le marché français. Il y a des formations dans toutes les universités, toutes les bonnes écoles IT et même le management maintenant. En tout cas, faut parler. La question était, est-ce qu'on peut avoir des formations pour les execs? Oui. Nous, on avait une formation en sécurité, mais c'est parce que j'avais fait un outil pour ouvrir des sessions sur les logiciels des copains. Du coup, les profs, ils avaient dû expliquer. Voilà, en fait, c'est un peu toujours comme ça, la sécurité. Le XSS, tu vois, tu te rappelles, c'est le cross le XSS. Moi, je trouvais ça rigolo que personne ne se sécurise contre ça, quoi. Aujourd'hui, en vrai, personne n'y réfléchit. Nous, les attaques qu'on a sur le site web de We Love Devs, franchement, il y a des gens qui injectent du CSS dans leurs propres données pour se défacer tout seul. C'est rigolo. Il y a des gens qui essaient d'injecter du SQL. On n'a pas de base de données SQL, donc c'est rigolo. Et le troisième truc que j'ai découvert récemment, c'est qu'il y a des gens qui mettent notre login dans un iframe et du coup, ils essaient de loguer ce qu'on met dedans. Donc ça, on a dû le bloquer. C'est vraiment, mais le XSS, ça fait 10 ans qu'on en parle, quoi. Bah oui, mais malheureusement, il y a encore beaucoup de sites qui ne sont pas protégés, mal paramétrés ou mal développés, et que ça marche. Et on pouvait brute forcer n'importe quoi. Voilà. Donc oui, tu disais les formations. Donc il faut former, pour rebondir, former les devs, justement. Ouais. C'est un sujet, parce que c'est les devs qui construisent les applications et les sites web. Et donc, il faut bien les former sur ces sujets de sécurité pour qu'il n'y ait pas ces failles basiques. Ouais. Et ce que tu évoquais sur votre site web, c'est des robots qui testent. Hein, donc, malheureusement. Ouais, alors il y a des gens à l'autre bout du monde qui achètent des suites logicielles pas chères pour tester et ensuite ils nous demandent de l'argent pour nous avoir. C'est ça, ça s'appelle du hack, H-A-A-S, du HAS, pardon. Donc, hacking as a service. C'est une réalité. Et effectivement, on le voit avec ces années. Alors, nous, on appelle ça des remontées sauvages. Ouais, non. Nous, on appelle ça des HAS. On parlait d'argent tout à l'heure, hein, c'est aussi un moyen pour eux de. Voilà, ce que tu dis, hein, il faut que tu payes pour faire remonter la faille. Bon, toi, t'es pas dupe. Ah non, il nous l'a fait remonter, puis il nous dit attends, je vous l'ai fait remonter éthiquement, je ne l'ai pas exploité, donnez-moi de l'argent. Je trouve que c'est du chantage. Et bon, on leur dit merci quand même. Hein. Ouais. D'où l'importance d'un petit fichier security.txt sur le site web. Ouais. C'est la base. Oh oui, ils nous contactent. Tu disais? Oui, encore une fois, hein, c'est un moyen de faire de l'argent. Donc voilà, après, il y a des boîtes qui sont assez matures, donc qui ne vont pas rentrer dans le panneau. Nous, on voit encore, on est labellisé donc sur la plateforme cybermalveillance.gouv.fr, donc on intervient de temps en temps sur des petites structures qui ont été hackées. On a encore des fraudes au support, quoi. C'est un petit programme qui dit vous avez un souci, appelez-nous et puis payez pour qu'on vous répare votre PC, quoi. Donc, on peut partir parfois de très loin. Donc oui, la formation, je pense qu'il y a plusieurs aspects. Il y a, si on enlève la sensibilisation du collaborateur qui est plus générale, former aujourd'hui les personnes qui sont sur les projets, former les personnes qui accompagnent, former les équipes techniques, oui, ça a du sens. Bon, votre réponse, finalement, sur la formation, c'est les formations dédiées à la cybersécurité, ça existe, oui, mais en fait, il faut former tous les métiers de l'IT à la cybersécurité. Il faudrait qu'il y ait de la cybersécurité dans toutes les formations, quoi. C'est ça doit être intégré pour moi dans le parcours, ouais. C'est quoi le hacker éthique? C'est ce que tu évoques, c'est celui qui va trouver des failles et qui va revenir vers toi en disant je vous donne l'information, je vous la fais pas payer normalement. S'il est éthique, il ne demande pas d'argent.
Et c'est vraiment celui qui est plutôt dans l'esprit d'aider, d'accompagner. Voilà, c'est le hacker en col blanc, on va dire, en chapeau blanc, white hat. C'est le white hat. Alors pour répondre à la question telle qu'elle est, c'est pas parce qu'il a fait une formation d'hacker éthique qu'il est éthique. L'éthique, c'est l'état d'esprit. Ouais, alors je suis mécanicien, c'est pas pour autant que je vais forcément bien réparer les voitures. Il y a eu les polémiques récemment sur Twitter des développeurs qui ont des blogs, etc. Il y en a un qui a découvert que le site de l'autre n'était pas sécurisé. Du coup, il a sauvegardé toute la base de données sur son ordinateur. Puis il a dit attends, on te l'a mis de côté au cas où tu te fasses pirater. Tu vois. Voilà, en vrai, ça reste de la pénétration dans un stat. Tu vois, voilà. Il faut quand même rappeler aux gens rentrez pas chez les gens sans demander. Quoi. Genre, mais même j'avais la conversation avec des recruteurs il y a quelques années encore, parce qu'à l'époque, en gros, les développeurs, ils ont une trace sur Internet qui est énorme. Trouver un moniteur de planche à voile sur Internet, c'est dur. Trouver un développeur sur Internet, c'est pas dur. Non, exactement. Voilà. Et donc, du coup, le truc des recruteurs, c'était de mettre .git à la fin des commits dans GitHub pour que le commit, il apparaisse en clair. Et à ce moment-là, il y a le mail associé au commit et on peut lui envoyer un mail. Quoi. Ce qui est interdit par les TOS de GitHub. Et voilà. Et donc, les recruteurs étaient en mode, les développeurs, ils ont qu'à pas laisser traiter leurs données. S'ils veulent pas, je les appelle. Je suis en mode, ma voisine, elle a laissé sa porte ouverte, c'est pas pour autant je rentre chez elle, quoi. C'est. Dans les challenges qu'on peut lancer là, aux personnes qui nous suivent, c'est de chercher la date de la loi Godefrein, qui est, je pense, la première loi qui a instauré le fait qu'il était illégal de rentrer sur un système de manière non autorisée. Et ça relève du pénal. Donc, voilà, je vous invite à regarder. Et combien ça coûte si on se fait choper? Exactement. Ah, il y a la prison. Hein. Exactement, des peines de prison et puis des amendes. Voilà. D'ailleurs, du coup, la différence entre rentrer dans le cas de Kevin Mitnick, c'est arrivé. Il est rentré au Pentagone et il a rien volé. Il a rien sorti. Du coup, il a été moins puni fort. Et donc, du coup, tirer des données, si vous avez pénétré un système, vous tirez des données en plus, ça, c'est le moment où on passe de j'ai une amende à je vais en prison. La loi Godefrein, c'est rentrer. C'est rentrer. C'est se maintenir de manière. Ouais, c'est ça. Donc, se maintenir, ouais. Donc, se maintenir, c'est même pas prendre des données. C'est je me suis connecté, je suis dessus. Quoi. Ouais, donc ne piratez pas gentiment. Demandez la permission avant. Faites-le sur votre lab à vous. Voilà. Pour apprendre, comme j'ai dit, les meilleurs serruriers ont cassé des serrures. Exactement. Là, il y a les petites liaisons là. Qu'est-ce que le NIS 2, ça change pour vous, vos clients? On en a parlé. Les formations éthiques, on en a parlé de tout ça. En vrai, vous aviez beaucoup de questions. Hein. Vous avez beaucoup réagi aussi au fil de l'eau, etc. Alors, tu as dépassé le nombre de commentaires ou pas? Je sais pas, on verra à la fin. Je le dis à la fin. C'est du domaine du contre-renseignement dans les entreprises, ingérence par des employés dans l'entreprise qu'on peut gérer. C'est ça, la contre-ingérence alors. Okay. Moi, on m'a appris à l'école, c'était l'intelligence économique, on m'a appris. Oui. Il y avait un prof qui nous expliquait que les commerciaux des labos pharmaceutiques, ils allaient dans les ascenseurs des hôpitaux et ils écoutaient les médecins qui se plaignent. Oui, ce qui va, le scanner, il ne meurt jamais. Et donc, on nous avait expliqué que ça, c'était déjà de l'intelligence économique. Alors, nous, aujourd'hui, en commerce, on appelle ça simplement de récolter de l'information commerciale. Oui, mais tu t'annonces avant, c'est pour ça. Là, ils le font sans s'annoncer. C'est ça qui fait que de l'intelligence économique, on va aller chercher l'information, alors information blanche ou information grise. Ouais. C'est-à-dire qu'on va chercher de l'information qui est publique ou de l'information qu'on va essayer de récupérer de manière un peu détournée. Et effectivement, c'est à partir de là qu'on va soit retirer des enseignements commerciaux, comme tu l'évoques, ou en tout cas comment se positionne la concurrence, etc. Donc, l'intelligence économique est toujours active, et encore plus active aujourd'hui avec les outils qu'on a. L'intelligence économique, j'ai l'impression qu'on en a beaucoup parlé en France à l'époque où il y avait les affaires autour de Gemalto. C'était devenu une affaire d'État quasiment de protéger, mais c'était presque de la souveraineté de protéger une entreprise qui ne devait pas passer sous capital américain. Quoi. On a été bien sensibilisés en France, je trouve, dans les entreprises en tout cas, mais c'est vrai que c'est moins à la mode maintenant. On en parle moins, alors que c'est toujours une réalité, effectivement. Les gens écoutent, utilisent de l'information qu'ils récupèrent à la machine à café, dans l'ascenseur. J'aurais tendance à dire, moi j'aime bien le dire, le meilleur endroit pour le RSSI pour faire son boulot, c'est d'être à la machine à café. Est-ce que tu arrives à être à la machine à café sans que les gens sachent que t'es le RSSI, quoi? Non, tu peux dire que tu es le RSSI, mais à la machine à café, tu entends tous les petits problèmes de la boîte, tu entends les usages inappropriés, tu entends, tiens, il y a machin qui a acheté sur Internet une super application et qui fait vachement mieux son boulot qu'avant grâce à cette application sur Internet. Et toi, en tant que RSSI, tu découvres que les gens ne suivent pas les règles, utilisent des outils non référencés, qui sont en train de donner de la donnée à ChatGPT ou autre, et que c'est interdit par tes règles et tes politiques. Et c'est là où tu rattrapes les choses et tu fais ton rôle de sensibilisation, d'explication.
et surtout de mise à jour de tes politiques. Et le restaurant fréquenté ça. par les employés, oui, le restaurant chinois volonté en face du bureau, souvent on y apprend beaucoup de choses. Ouais. Toujours. Il y a une question ici sur quel métier on peut faire dans la cybersécurité quand on n'est pas tech. Et en prépa, on en a beaucoup parlé, et donc c'est le moment, c'est parti. C'est le moment. Il y a des métiers très organisationnels dans la cyber. Hein. J'évoquais tout à l'heure la gouvernance, la gestion des risques, la gestion de la conformité, la sensibilisation. Il y a des métiers qui ne nécessitent pas forcément une expertise technique, Ouais. mais voilà, par contre, ça demande d'être un petit peu organisé et aimer l'organisation, donc être bleu, comme on dit. Être bleu. Ouais. Les bleus, les rouges, les verts et les jaunes. Mais c'est ça, c'est avoir une organisation. Voilà, Ah, t'es sur les couleurs du disque là? sur les four colors. Ouais. Ok, cool, très bien, je l'ai. Moi, je pensais, je pensais qu'on était soit le casque bleu, soit l'ouvrier en col bleu. Non plus, mais tu as raison de préciser la référence. Mais c'est ça, c'est des métiers qui demandent de l'organisation et une capacité à suivre Des process. des référentiels, des process, les mettre en place, accompagner à la mise en place de ces process. Donc, c'est des métiers qui nécessitent pas effectivement une expertise technique, mais par contre une rigueur. Parce que ça, un chef de projet en sécurité, c'est un chef. C'est avant tout un chef de projet. Ouais. Voilà. C'est juste qu'il est coloré chez sécurité, il comprend notre trépied à 4 pattes, là, ce qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, quelqu'un qui est bien organisé, qui sait gérer des projets, peut gérer des problématiques de sécurité, de la gouvernance. Et c'est très intéressant. Et merci Lily pour cette question posée sur ces métiers de cyber non techniques. On a trop tendance à oublier, et on voit, nous, quand on croise des petits jeunes, ils veulent faire de la cyber, mais ils veulent faire du hacking, ils veulent faire du pen test, faire du penetration testing, s'introduire. Tout le monde doit être dans l'équipe rouge. Ouais, tout le monde va être dans l'équipe rouge, sauf qu'on oublie que c'est la bleue après. Faut passer dans la bleue, et il y a souvent plus d'intérêt, plus intéressant. Alors, moins de challenge technique, c'est sûr, mais un volant d'activité plus large dans la gouvernance. Puis surtout, c'est plus intéressant parce qu'on va pouvoir parler à des managers d'entreprise, on va être écouté par la direction générale aussi. Et dans l'évolution d'un plan de carrière, vaut mieux parler au DG que de parler au technicien réseau qui n'a pas fermé le firewall. Hein. Enfin, alors, vous faites ça, c'est un super intervenant, on nous dit dans le chat. C'est vrai que les ciseaux modernes aujourd'hui, les RSSI modernes, c'est pas des ingénieurs, quoi. Ils ont une culture d'ingénieurs parce qu'ils vont résoudre des problèmes, trouver des solutions. Il ne faut pas qu'ils se fassent enfumer par les techos qui vont leur expliquer que mais oui, c'est fait comme ça, c'est ouvert, c'est normal. Non, on va se poser les bonnes questions. Mais c'est vrai que c'est pas forcément, c'est de moins en moins des techniciens hors pair. C'est vraiment des organisateurs, des gens qui savent parler, expliquer. On reviendra sur les fameux 3C, qui est ma marque de fabrique, je pense. Donc, il ne faut pas forcément être un technicien pour être un bon en sécurité. Ça, c'est important. Il va falloir il reste 5 minutes, après on a déjà dépassé 10 minutes. Les 3C, il faut que tu les donnes, parce que si on ferme le live sans que tu les expliques, les gens ils vont partir sur un café-cravate. Hein. Bon. Café-cravate. Non, déjà. Les 3C en PSC1, en secourisme, hein, c'est ceinture, cravate, école. Hein, c'est pour chaussures, ceinture, cravate. Ah bon? Pour bien respirer. D'accord. Alors, c'est pas du tout ça. Pas du tout ça. C'est bien sûr à ces 3C-là, tout le monde pense à ces 3C-là. Hein. D'accord. Et ben non, les 3C, copyright Joseph Graceffa. En fait, le responsable sécurité, le CISO, le RSSI, voilà. Pour moi, il a 3 actions principales. Le premier, c'est concevoir les politiques. Donc, il écrit les règles du jeu, il fixe la route. Donc, voilà, c'est son métier de guide, et donc concevoir, le C de concevoir les politiques. Le deuxième C, c'est de contrôler la bonne application de ces règles du jeu et de ces politiques. Donc, le volet audit qui fait lui-même ou qui fait faire, hein, et que notamment chez Allistic, vous savez bien faire. Hein, pour vous avoir fait travailler chez mes clients en matière d'audit, vous n'êtes pas mauvais et c'est toujours appréciable. Donc, contrôler la bonne application de ces politiques. Et le troisième C qui va surprendre tout le monde, c'est communiquer. Un RSSI, c'est un hyper communicant. C'est quelqu'un qui fait passer les messages, qui les fait passer à tous les collaborateurs, mais aussi à la direction, à l'extérieur de l'entreprise éventuellement. Et ça, on a trop tendance à l'oublier. Et c'est vrai que quand on oublie cette dimension-là, le RSSI, il se retrouve cantonné à écrire des règles du jeu, les contrôler, et donc être vu comme le mec qui dit non et qui bloque tout le monde et qui embête le monde. Si on ajoute une dimension communication, ça devient un mec plus sympa avec qui on a envie de manger à la cantine. Dans la littérature américaine, c'est le CINO. CINO. C'est le CIO qui CINO. Tu vois, il dit tout le temps non. C'est vrai qu'en vrai, c'était même le rôle du DSI à la base de dire non à tout, quoi. Oh, les vieux DSI alors, parce que maintenant, ça a bien changé. Hein. S'il dit non, il a une DSI à côté de lui qui va fonctionner sans lui. Non, mais je peux te dire que cette année, j'ai eu le cas, genre j'ai 2 logiciels que j'achète, ils devaient s'interfacer, le DSI du deuxième, il a dit non, j'ouvre pas au premier.
Ouais, Est-ce qu'il a donné ses raisons? Ouais, il a c'est dit, ça. alors, je vais vous la donner la raison, c'est je suis pas capable de contrôler ce qu'ils vont faire si je leur ouvre l'accès. Et moi, en tant qu'informaticien, parce que ses clients sont pas informaticiens, je me dis, en fait, il a pas de backup, hein. C'est ça le problème. Et ça m'a pas rassuré du tout. En fait, il a pas de sauvegarde. C'est-à-dire s'il ouvre son web service, l'autre full vrac, il est pas capable de restaurer le système. En fait, pour abonder autour de ça, ton illustration est intéressante parce que effectivement, on peut pas tout le temps dire non. Et on rend pas service en fait à l'entreprise en disant non. Le travail du RSSI, c'est aussi d'apporter des solutions. C'est aujourd'hui de faire en sorte d'avoir les briques de sécurité nécessaires et suffisantes pour pouvoir justement déployer. L'objectif, il est quand même de faciliter le business. Ouais. Donc son travail, il est avant tout de trouver les bonnes solutions pour aider le business à avancer. Et ça passera par la communication, l'échange. C'est pour ça que c'est un profil qui est extrêmement important et intéressant, parce qu'il est multicasquette. Il est à la fois communicant, il doit comprendre la technique, il doit comprendre les enjeux métiers, il doit savoir discuter avec la direction. Donc ce sont des profils très, très intéressants, très riches. Et le RSSI qui dit non, ils mangent tous à la cantine. C'est ce que j'aime bien dire. Ouais. Moi, j'aime pas ça, donc je préfère dire oui et accompagner que de manger tout seul à la cantine. D'ailleurs, on va aller manger là ou pas? On va manger après, ouais. On mange pas à la cantine. Il y a la cantine aujourd'hui, ça a changé. Ouais. Mais on va pas se sentir seul ce midi. pour donner un exemple vraiment qui parle peut-être à tout le monde, par exemple dans une boîte où tu as Google Apps, tu vois, les gens se mettent à utiliser Notion. Et tu es en mode, ouais, mais Notion, c'est pas un outil qui est approuvé par la politique. Puis en même temps, est-ce qu'on va acheter 2 logiciels qui font la même chose juste parce que vous aimez bien utiliser les deux? Tu vois, il y a cette rationalité. Mais ouais, il faut dire oui, en fait. Sinon, les gens, ils vont utiliser Notion dans leur coin. Et c'est ça. Et on perd la traçabilité de l'info. Ouais. Ah, mais c'est tout ça. Dernière minute pour une dernière question. Je vois que dans le chat, vous êtes calme. Après, vous avez probablement un peu de latence qui vous empêche de résumer. Est-ce que vous voulez avoir le mot de la fin, Joseph et Jean-Michel? Si vous aviez un mot de la fin, une conclusion, qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de ce live? Métier riche, si on parle des RSSI, passionnant. Effectivement, c'est un métier sur lequel on peut s'éclater ou à l'inverse se retrouver complètement écrasé, et on sait qu'il y a un turnover fort chez les RSSI, hein, on l'évoquait. Burnout. Et en burn-out. Donc voilà, c'est un métier sur lequel il ne faut surtout pas rester seul et enfermé dans son coin, et surtout être ouvert et partager. La communication est, à mon sens, extrêmement importante sur ces métiers-là. Et c'est comme ça qu'on obtient l'adhésion à la fois des métiers, de la direction et des collaborateurs. Donc un vrai métier pour moi d'avenir est indispensable. Très bien. Merci Jean-Michel de le rappeler, effectivement que c'est un métier où on se réunit, on communique beaucoup. C'est vrai que c'est un métier où on prend la confidentialité, mais en réalité, entre RSSI, on se dit les choses. Même entre RSSI de boîtes concurrentes, on se parle. Donc c'est vraiment un métier de communication, d'ouverture. En tout cas, ça doit l'être. Ce qui est important que vous reteniez peut-être aussi, parce qu'on ne l'a pas trop dit, c'est qu'il y a de la place en cyber. Il y a des postes vacants en cyber. Il y a des gens qui cherchent des RSSI qui n'en trouvent pas. Il y a des RSSI qui cherchent des belles boîtes et qui ne trouvent pas la chaussure à leurs pieds. On a l'habitude de dire qu'ils n'ont plusieurs millions de paires de bras en matière de cybersécurité. Ouais. Donc, c'est un métier sur lequel on peut s'éclater. Il faut avoir envie de le faire, d'avoir cette volonté de prendre des baffes et d'en donner. Ça arrive, mais il y a vraiment une place pour tout le monde. Et j'invite vraiment, et c'est vrai qu'on évoquait in situ et les freelances, tournez-vous vers la sécurité, il y a du boulot. Alors, je ne dis pas que vous n'êtes pas débordé par ailleurs, hein, mais en sécurité, il y a du boulot, il y a des postes ouverts qui ne trouvent pas de candidats. Et puis, tous les métiers de l'informatique peuvent s'intéresser à la sécurité. Alors, doivent. Alors, c'est un message qu'on n'a pas encore porté, c'est marrant parce que c'est notre leitmotiv. La sécurité, c'est l'affaire de chacun. Donc, on est tous acteurs de la sécurité, chacun pour soi, chacun pour l'entreprise. Donc, il faut vraiment penser que vous faites tous de la sécurité au quotidien en utilisant un système informatique, que ce soit au bureau et à la maison. Et rencontrer votre RSSI, il n'a pas envie de manger seul à la cantine. Oui, merci, c'est ça. Le RSSI n'aime pas manger seul. Non, c'est pas son style. Ok, merci beaucoup, c'était chouette. En vrai, on a fait passer beaucoup de messages. Merci encore aux gens qui sont venus dans le chat et qui ont participé à ce live. Déjà, beaucoup de gens sont partis manger, donc encore merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Je vous mets la vidéo de fin pour que vous ayez le temps de vous dire au revoir dans les commentaires. Et puis, à très bientôt. On se retrouve dans 3 semaines. C'est parti.